Et dans ce grand angle, on vous parle de vin. Et si l'on vante les mérites du savoir-faire français pour ces crus, il est désormais possible d'en boire près de la cordillère des Andes. En 30 ans, le Chili est devenu l'un des principaux exportateurs de vin à grande échelle en Amérique du Sud. Une production plus abondante grâce notamment au réchauffement climatique. Regardez. Dans ce coin reculé de la Patagonie chilienne, sur les bords du Rio Puelo, le climat froid et pluvieux a longtemps été un frein à l'agriculture. Mais le changement climatique a bouleversé les choses. Le thermomètre dépasse désormais parfois les 30 degrés l'été, permettant de produire du vin. Impensable il y a encore quelques années. Nous avons réussi à trouver un microclimat où les températures varient de 14 à 32 degrés l'été certains jours. Et cela permet au raisin de mûrir. Il parvient à une maturation forcée pendant les 2-3 derniers mois de sa croissance. Et nous en tirons un vin qui a les mêmes caractéristiques, le même degré d'alcool et la même quantité de sucre que nous pourrions obtenir dans la zone centrale. Sergio Subiabre a planté ses premières vignes de pinot noir il y a 6 ans et vendu ses premières bouteilles en 2014. Aujourd'hui, avec 1 hectare de vignes, il produit 1500 bouteilles par an et souhaite expérimenter de nouveaux cépages sur le sol patagon. Nous sommes entourés de volcans, de montagnes, donc tout cela est un terrain volcanique qui fait que les vins sont chargés de nombreux minéraux. Et c'est cela qui les différencie des vins de la zone centrale du Chili. Ici, nous avons des vins avec plus de saveurs, plus de fruits, caractéristiques de chaque variété. Ce vin de Patagonie est aujourd'hui le plus austral du territoire chilien. Mais il fait des émules, d'autres viticulteurs se sont installés dans la région pour profiter de l'aubaine. Car l'appellation d'origine Patagonie fait vendre, surtout à l'étranger. La prochaine cuvée est d'ailleurs déjà réservée à des clients chinois et américains pour 700 $ la caisse, un prix très élevé sur le marché des vins chiliens. En Amérique du Sud et dans l'hémisphère sud en général, il y a toujours eu une course vers le sud pour produire du vin. C'est pour ça qu'ils sont nombreux à tenter une production ici. Et nous avons ici un parfait exemple. Le réchauffement climatique fait que certaines variétés s'acclimatent désormais et cela est en train de générer une nouvelle activité économique. Mais si le changement climatique est une chance pour ces viticulteurs, c'est loin d'être le cas pour toute la profession. En 2016, la production mondiale de vin a été l'une des plus basses depuis 20 ans, en raison notamment de fortes intempéries en Amérique latine. Au Chili, elle a chuté de 21% cette année. Et ce réchauffement climatique qui inquiète beaucoup les viticulteurs australiens qui voient leurs terres viticoles menacées par la chaleur ou bien les fortes pluies. Andrea Benisti, les températures extrêmes, c'est pas bon du tout pour les affaires, ça. Alors c'est le cas de le dire. Habituellement, le continent est connu pour son climat difficile. Les vignes subissent les inondations et la sécheresse assez souvent. Mais depuis 1910, le climat devient extrême. L'Australie a pris 1 degré Celsius supplémentaire d'après les chiffres officiels, et concrètement, ça commence à faire des ravages sur les terres viticoles. Pour les vignerons, c'est une très mauvaise nouvelle car l'Australie est le 4e exportateur de vin au monde et l'année dernière, l'Australie a exporté pour 1,4 milliard d'euros de bouteilles de vin, en grande partie à destination de la Chine et du Maroc, qui sont très friands de ces millésimes. Alors si la météo continue ses caprices, la qualité du vin australien va considérablement se dégrader, selon cet ancien professeur de viticulture. On l'écoute. Le monde n'a pas besoin de plus de vins médiocres. Nous avons besoin de vins haut de gamme qui ont un bon goût et une histoire, qu'on puisse les vendre en Chine ou à travers le monde à un prix raisonnable et avec plus de marge. Faire du vin pas cher à un prix bas, ça n'a pas de sens parce qu'on ne fait pas de marge. Bon, alors Andrea, quelle doit être la réaction justement des viticulteurs? Est-ce qu'il faut qu'ils accélèrent les vendanges? Alors justement, les viticulteurs australiens ne savent plus du tout sur quel pied danser. Si les saisons se raccourcissent à cause de la chaleur, le raisin mûrit plus vite et ça signifie que, comme vous l'avez dit, les vendanges doivent être avancées. Habituellement, on réalise les vendanges en automne. Là, on va devoir les réaliser plus vers le mois de décembre à février. Et puis les inondations et la chaleur, ça influe aussi sur les niveaux de sucre et d'acidité. Donc on arrive avec un vin qui n'a plus du tout le même goût. Et surtout si le raisin mûrit dans certains endroits d'Australie qui peuvent atteindre 35 à 40 degrés. Donc le vin finit par présenter un taux d'alcool élevé. Et cette modification du goût menace aussi le sud-est et l'extrême sud du continent, car c'est là où sont situées et sont concentrées les terres viticoles australiennes. Donc selon les prévisions du Conseil sur le climat australien,
Près de 70% des terres viticoles qui bénéficient d'un climat méditerranéen seront moins adaptées à la production de vin d'ici 2050. Alors pour contrer la tendance, les viticulteurs tentent de trouver une parade. Regardez. Je me suis rendu compte que la quantité de carbone dans le sol influe sur le taux d'humidité disponible pour la plante. Le point positif, c'est qu'avec le changement climatique, plus il y a de carbone, plus le sol retient l'humidité et plus il est froid. Donc en période très chaude, il y a une quantité d'eau stockée dans la vigne. Alors pour ce vigneron, par exemple, il laisse pousser des herbes entre ses plants de vigne pour qu'elles leur fassent de l'ombre en cas de forte chaleur et qu'elles absorbent les excédents d'eau en cas d'inondation. Oui, alors justement, si le réchauffement climatique cause de nombreux dégâts sur les vignes, certains cépages ancestraux, figurez-vous, plus résistants pourraient changer la donne. C'est le cas du Mansang noir, disparu des terres à cause de la production à grande échelle. Un reportage de Julie Hébrou. Coup de chaud sur les vignes. Depuis quelques années, l'impact du réchauffement climatique se fait de plus en plus ressentir dans le monde viticole. Et l'avenir pourrait bien se trouver dans le passé. Les vignerons découvrent que les cépages ancestraux sont en fait plus résistants. Sur une petite parcelle nichée entre château et village gersois au milieu des champs de blé grillés par le soleil, quelques rangées de vignes hautes abritent 37 cépages. C'est dans ce musée vivant de la vigne, le plus grand de France, que s'invente l'avenir du vin. On y teste des cépages qui sont autant de trésors oubliés. Certains d'entre eux ont été retrouvés dans des vignes datant d'avant la crise du phylloxéra, de minuscules pucerons qui attaquent la vigne et qui avaient décimé la viticulture au XIXe siècle. Parmi eux, le Mansang noir, ce cépage ancestral. Ça, c'est un Mansang noir, donc un cépage qui historiquement était sur la zone, qui était présent sur la zone et qui a été totalement oublié après les grandes crises fin du 19e, le phylloxéra et toutes ces crises. Si la vigne était victime à l'époque du phylloxéra, aujourd'hui le réchauffement climatique brûle les vignes. Cette élévation des températures accélère le mûrissement et provoque une avancée de 2 à 3 semaines des vendanges et fait augmenter le taux d'alcool. Il y a urgence. Il y a non seulement les conditions climatiques qui tendent à changer, donc ce qui veut dire plus de température, plus d'alcool dans les vins. Donc souvent des vins peut-être plus d'alcool, souvent des vins un peu plus chauds, un peu plus chaleureux, moins équilibrés. Donc ça, il faut qu'on arrive à maintenir justement cet équilibre et cette fraîcheur dans nos vins. Aujourd'hui, plusieurs études en laboratoire réalisées sur échantillons ou encore effectuées sur les dizaines d'hectares de vignes en bord de la Méditerranée ont révélé la résurrection de certains cépages ancestraux plus résistants aux variations climatiques. Et après cette escale en Italie, Sarah Jamy, bonjour. Vous avez décidé de nous parler du château Montrose, c'est dans le Médoc, et les responsables de ce domaine ont décidé de produire du vin bio. Expliquez-nous. Effectivement, Valérie, le domaine de Château Montrose qui appartient aux frères Bouygues a décidé dernièrement de passer au bio. L'idée, c'est de passer à un vin aux saveurs d'antan en retrouvant l'ADN de pieds de vigne datant de plus de 2 siècles. On écoute d'ailleurs tout de suite Hervé Berland, gérant du domaine, nous expliquer l'impact d'une agriculture bio sur le goût du vin. On a initié depuis cette année tout un travail qui va se prolonger pendant les 15 prochaines années sur ce que l'on appelle la sélection massale, qui simplement consiste à essayer d'isoler des pieds de vigne très anciens, datant d'avant 1960. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas été contaminés par quoi que ce soit. Et on croit qu'on pourra obtenir des raisins plus goûteux, plus aromatiques avec ces méthodes. Et passer au bio, ce n'est pas de tout repos. Il a fallu faire appel à plus de main-d'œuvre pour sélectionner les grains de raisin, pas moins de sélection rigoureuse de fruits. Pour créer un cépage d'exception, on écoute tout de suite Patricia Ténac, chef de culture du Château Montrose, nous en dire davantage sur le travail que cela représente. Le bio, c'est une approche, c'est un suivi, c'est tout un comportement du vignoble qu'il faut comprendre, qu'il faut accompagner. Le bio, vous n'êtes qu'avec des produits de contact. Voilà, c'est plus le même confort de travail par rapport aux produits que l'on utilise. Clairement, Sarah, c'est quoi le process pour arriver à obtenir du vin bio ? Alors Valérie, pour réussir le pari d'un vin d'exception, les agriculteurs du Château Montrose font appel à des techniques de biodynamie. Alors qu'est-ce que la biodynamie ? Dans biodynamie, il y a bio, donc ça veut dire que tout ce qui est pesticides, engrais chimiques et même herbicides sont évidemment proscrits. Dans le cadre d'une telle pratique agricole, les agriculteurs boostent du coup leur plantation avec des préparations à base de plantes, à base de compost
compost et se réfèrent à un calendrier très précis pour leur plantation. Et ça va vous étonner. Et tout ça est basé sur le mouvement des astres. Bon, mais ce vin, il est vraiment meilleur? Dites-nous la vérité. Alors, est-ce que ce vin est vraiment meilleur? Les Français ne sont pas les premiers à faire du bio. En Californie, le vin bio est classé comme l'un des meilleurs par rapport à des vins fait avec une agriculture plus conventionnelle. Concernant Château-Montrose, c'est un peu plus compliqué de se prononcer maintenant parce qu'ils en sont vraiment en prémices en termes de bio. Ce qu'on sait déjà, c'est que grâce à des conditions météorologiques exceptionnelles, on est déjà sur un très beau millésime. La tendance, en tout cas, du bio tend à se démocratiser. Sur les 88 pays, il n'était que sur les 88 grands crus, il n'était que 2 à avoir succombé au bio et maintenant ça a augmenté à 10. Allez, affaire à suivre. Donc on va retourner en Italie qui est grand producteur de vin. Victime du soleil, les vignes sont maltraitées. Alors pour préserver la qualité de leur vin, les viticulteurs ont trouvé une solution très simple, affiner leur bouteille à l'intérieur d'une mine de talc, une grotte particulière, vous allez le voir. Le but, favoriser le bon développement des cépages en éliminant définitivement les effets néfastes du soleil. Regardez. Comme tous les jours, Mauro Camuso descend à la mine. Non pour extraire le talc, comme on le faisait ici il y a 20 ans, mais pour vérifier le processus d'affinage de ces bouteilles de vin pétillant. Devenue trop petite et inexploitable, cette ancienne mine de talc, située dans la région de Turin, a fermé ses portes en 1995. Elle accueille désormais un écomusée et les bouteilles de ce viticulteur éclairé. Ici, la température constante est de 10 degrés toute l'année. On est dans le noir et le niveau d'humidité est proche des 90%. Donc en théorie, les conditions parfaites pour le perlage. Les bouteilles sont stockées à l'horizontale pendant 10 à 12 mois et remuées délicatement de temps en temps pour obtenir les bulles les plus fines possibles, la même méthode que celle utilisée pour le champagne. Mauro et ses employés travaillent à la lampe frontale, comme de vrais mineurs, une sorte d'hommage à l'histoire de cette région. Si les mines ne sont pas entretenues, elles se referment naturellement, car sans la manutention nécessaire, elles se ferment. Donc, faire ce vin ici, c'est aussi un moyen pour maintenir en vie la tradition minière de cette région. Les premières bouteilles de Lautine, qui signifie petite vigne en dialecte local, ont quitté la mine en octobre dernier. Il faudra attendre plusieurs cuvées avant de connaître les effets de cette cave d'affinage bien particulière sur le pétillant.